Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va attendre quelques minutes pour voir si on a d'autres personnes qui se connectent. 2 petites minutes et puis on va démarrer. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à l'actu social. Donc, je vous rappelle qu'on en a fait un la semaine dernière sur les actualités fiscales et le financement. Surtout si vous n'avez pas pu les suivre et que ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur notre site internet et également sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous venir vers nous. Bon, aujourd'hui, donc l'actualité sociale qui est très riche, qui dure depuis quand même un petit moment maintenant avec l'activité partielle. On a encore eu des annonces aujourd'hui, donc voilà, les textes vont encore bouger, les indemnisations vont encore bouger. Donc, je vais laisser la parole en fait à nos responsables juridiques en droit social qui vont vous présenter tout ça. Donc, Pauline Tedeschi et Laurence Dujardin. Sachant qu'à la fin, elles feront également un petit focus sur les aides à l'embauche, qui méritait, je pense qu'on en parle également. Donc, bon webinaire. Pour les questions, si vous pouvez les poser dans le chat, et on les gardera pour la fin si ça ne vous ennuie pas. Voilà, merci et à tout à l'heure. Je vous retrouve en fin de séance. Merci Emmanuel. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un point sur l'actualité sociale avec toutes les évolutions qu'on a et particulièrement sur les évolutions dans le cadre de l'activité partielle. Donc on parlera de l'activité partielle longue durée, quel choix faire entre l'un et l'autre des dispositifs. Qu'est-ce qui se passe pour si les difficultés persistent en dépit de ces aides qui sont mises en place et quelques autres petits points d'actualité. Donc le premier point est de faire un focus sur les évolutions des conditions de prise en charge. On a eu beaucoup de modifications ces derniers temps. C'est vrai qu'on est sur une mesure qui dure depuis longtemps. Donc la première des évolutions, c'est la liste des secteurs protégés qui a encore évolué. On est aujourd'hui sensiblement sur la même liste que celle du Fonds de solidarité, avec du coup des secteurs identifiés qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle. Donc, pour rappel, il faut redire que du coup, on a plusieurs catégories. On a les entreprises qui sont particulièrement touchées le plus durablement par la crise, donc celles qui sont dites annexe 1. Qui, elles, ouvrent droit automatiquement au taux majoré de prise en charge à 70% pour l'employeur. Et on a les entreprises des secteurs dites annexe 2, qui en fait sont les activités connexes de celles de l'annexe 1 et qui doivent justifier d'une baisse de chiffre d'affaires de moins 80%. L'évolution qu'on a dans les derniers décrets, c'est qu'on a un certain nombre d'activités qui ont été introduites dans ces listes annexes 2 et pour lesquelles, en réalité, il faut dorénavant une attestation de l'expert comptable pour justifier de la baisse de chiffre d'affaires. Dans les secteurs dits protégés qui vont bénéficier de l'allocation majorée d'activité partielle, on a aussi les entreprises qui ne peuvent ne pas appartenir aux annexes 1 ou 2 et qui ont une fermeture du coup totale ou partielle sur décision administrative. On ne vous a pas remis les listes parce qu'elles sont assez volumineuses, mais par contre, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces informations sur le site internet L'espace Covid, que vous pouvez consulter sur notre espace. On a donc eu également plusieurs décrets qui datent du 29 janvier qui ont permis de reporter la baisse du taux d'activité partielle. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on nous dit il va y avoir des évolutions des conditions de prise en charge. Encore aujourd'hui, semble-t-il, la ministre du Travail a fait de nouvelles annonces. Donc là, on vous présente les dispositions qui sont applicables aujourd'hui, à l'instant T, sachant que on est toujours tributaire de ces évolutions qui nous arrivent au cas par cas et qu'on est obligé de rebondir. Mais aujourd'hui, il faut distinguer plusieurs situations pour essayer de comprendre. On a le cas général, le droit commun, les entreprises lambda. Et ensuite, on a
plusieurs types d'entreprises qu'on va appeler les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire. Et là, on va avoir les secteurs protégés, donc ceux de l'annexe 1 qu'on a évoqué précédemment, les secteurs connexes, annexe 2, avec la difficulté et la baisse de chiffre d'affaires à justifier, les entreprises qui ont subi des fermetures administratives totales ou partielles, et enfin, les entreprises qui subissent des restrictions sanitaires, territoriales, ou les zones de chalandise avec les stations de ski. Comme je vous le disais, au-delà de l'annonce de la ministre du Travail de là ce matin, on a des nouvelles adaptations du dispositif prévues par des ordonnances qui datent du 10 février 2021. On a la possibilité donc en fait d'améliorer les règles d'indemnisation pour les secteurs protégés. Parce que vous allez le voir dans les tableaux de synthèse, les secteurs protégés, même les secteurs protégés annexe 1, annexe 2, vont basculer a priori assez rapidement dans les dispositions de droit commun. Il y a les ordonnances qui ont été prises pour maintenir cette indemnisation plus favorable avec le taux majoré, mais on attend toujours les décrets d'application qui ne sont toujours pas publiés au jour où on fait cette présentation. Donc, on a des évolutions, il y a des efforts qui vont être pris, mais attention, on a des baisses. La tendance, c'est une baisse des conditions de prise en charge de l'activité partielle comme on les a connues depuis le début de cette crise qui maintenant va bientôt durer depuis un an. Laurence, je Oui. t'interromps 3 petites secondes. Les secteurs protégés, on peut quand même le dire rapidement, c'est essentiellement la restauration, l'hôtellerie, c'est ces Oui, secteurs-là. oui, tout à fait. C'est l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, les salles de sport. Voilà, donc on a effectivement voilà, le classique maintenant, puisque ça fait un an, c'est devenu du classique. Mais oui, on est sur ces secteurs-là qui sont finalement toujours en fermeture administrative notamment et qui ont une vraie baisse de chiffre d'affaires durable là. Oui. Très bien, merci. Donc, sur l'indemnisation des salariés, on a essayé de vous faire des tableaux de synthèse. L'objectif, c'est d'essayer vraiment de résumer pour que vous ayez une vision un peu plus claire, parce qu'on a une addition de textes qui crée un peu la confusion. Donc, jusqu'à présent, en l'état des textes, l'indemnisation des salariés, jusqu'au 28 février, n'est pas changée. Elle reste à 70% de la rémunération brute de référence. À partir du 1er mars et jusqu'au 30 juin, on va avoir des modifications. Dans le droit commun, la prise en charge, l'indemnisation du salarié va baisser à 60% de la rémunération brute au lieu des 70%. Pour les secteurs, les entreprises particulièrement affectées par la crise, ça va dépendre du secteur auquel ils appartiennent. Pour les entreprises qui sont fermées administrativement, l'indemnisation du salarié va rester à 70%. Pour ceux qui sont en restriction sanitaire géographique ou les stations de ski, on reste à 70%. Pour les secteurs protégés et connexes, donc annexe 1, annexe 2, en mars, on va rester sur les 70%. Par contre, à partir du 1er avril, l'indemnisation du salarié va diminuer à 60% de la même manière que le droit commun. Donc, on verra dans le cadre des mesures et des annonces qui sont faites, si on a la confirmation des textes, si on se maintient sur cette tendance à la baisse ou s'il y aura des modifications à venir pour maintenir l'indemnisation des salariés à 70%. Donc, on espère évidemment que du coup, on ait un maintien à 70% pour les salariés. Pour les entreprises, donc l'allocation versée aux entreprises, aujourd'hui, dans le régime de droit commun, on est déjà à 60%. Sur les entreprises particulièrement affectées par la crise, donc tous les groupements confondus, on est sur un remboursement à 70%, c'est-à-dire zéro reste à charge pour l'entreprise. Ce qu'elle a versé aux salariés, elle se le fait rembourser. À partir du 1er mars, on a une évolution assez conséquente. Pour le régime de droit commun, on bascule à un remboursement à l'employeur de 36% de la rémunération brute de référence du salarié. Donc là où on aura une indemnisation versée aux salariés à 60%, l'entreprise ne sera plus remboursée qu'à hauteur de 36% de la rémunération brute. Pour les secteurs, les entreprises particulièrement affectées par la crise, de la même manière, on a une distinction. Les entreprises fermées administrativement, on est à un maintien, 70%, pas de reste à charge pour l'entreprise. Les restrictions sanitaires géographiques, 70%, pas de reste à charge pour l'entreprise. Pour les secteurs protégés, et c'est là où on a eu un peu la surprise, c'est que autant annexe 1 qu'annexe 2, on a une baisse de prise en charge en mars à 60% de la rémunération brute. Et ensuite, dès le mois d'avril, on bascule dans le droit commun à 36% de la rémunération brute de référence. Donc, c'est ce point-là qui devrait être modifié suite aux annonces de la part de la ministre du Travail et sur lequel on va être particulièrement attentif pour vérifier si on a une évolution et un maintien des conditions actuelles. Donc, bien avoir ce point d'attention, mais on tend vers une baisse de la prise en charge de l'activité partielle de droit commun.
En annexe de ces éléments-là sur les secteurs, hors secteur protégé et majoration du taux, on a toujours le système de l'activité partielle pour les salariés vulnérables et les parents qui sont contraints de garder leur enfant, du fait de la fermeture des établissements scolaires notamment, qui reste applicable avec également une évolution de la prise en charge. Mais ce dispositif reste toujours applicable tant que dure la crise sanitaire. Donc, pour beaucoup d'entreprises, quelle formalité doit-on faire pour bénéficier encore de l'activité partielle? Pour beaucoup, on a eu des dossiers qui ont été menés, des autorisations qui ont été données sur 2020 et parfois on n'a pas reconduit sur 2021. Mais la crise sanitaire se prolongeant, la situation de votre entreprise a pu se dégrader et vous pouvez de nouveau avoir besoin de l'activité partielle. Dans ces cas-là, on ne fera plus d'avenant, puisqu'on aura une durée sur 2020 d'application de l'activité partielle qui aura duré un certain temps. Donc pour 2021, on procédera à des nouvelles demandes d'autorisation. Il faudra reconstituer un dossier pour lequel il faudra apporter des éléments et des informations, plus que ce qui n'a été fait dans le cas de la première vague qu'on a connue en 2020 avec les urgences. Donc il faudra faire une demande détaillée et justifier des difficultés que vous rencontrez. Estimer la durée d'application de la demande d'autorisation, donc ça on en reparlera, ça va dépendre de la situation de l'entreprise. Réestimer le volume des heures chômées sur la période et également prendre des engagements au titre du renouvellement de cette autorisation d'activité partielle. Comme l'entreprise aura déjà bénéficié de l'activité partielle, la directe en fait demande des engagements à l'entreprise pour renouveler encore une fois ce dispositif. A priori, dans le contexte actuel, il n'y aurait pas d'exigence forte sur les engagements, notamment pas forcément d'engagement en termes de maintien de l'emploi strict. Donc, on peut essayer d'avoir une certaine tolérance à ce niveau-là. Et de la même manière, il faudra de nouveau informer les salariés et, le cas échéant, le CSE si vous devez de nouveau placer en activité partielle. Donc, sur la durée de l'activité partielle, on a également des évolutions dont on voulait attirer votre attention. C'est-à-dire que à partir du 1er mars, on va être sur une autorisation qui sera accordée au maximum pour 3 mois. Aujourd'hui, on peut solliciter l'activité partielle pour une durée de 6 mois et le renouveler encore une fois pour jusqu'à 12 mois consécutifs. À partir du 1er mars, ce ne sera plus possible. La durée d'autorisation d'activité partielle ne sera que de 3 mois et elle sera limitée à 6 mois sur une année entière. D'où, en fait, l'interrogation qu'on peut avoir à se dire, mais si le dispositif a vocation à être aussi court, quelles sont les autres solutions? Les autres solutions étant d'envisager l'activité partielle de longue durée. Donc, vous avez entendu parler de ce dispositif. C'est un dispositif donc assez similaire à l'activité partielle classique, mais qui va s'inscrire sur une période beaucoup plus longue. Elle va concerner toutes les entreprises qui sont confrontées à une réduction durable d'activité, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille. Le dispositif, en fait, se met en place soit par accord d'entreprise, soit par un document unilatéral élaboré sur la base d'un accord de branche. On a beaucoup d'entreprises, beaucoup de branches professionnelles qui ont conclu des accords sur lesquels il est possible de se reposer. L'avantage, en fait, c'est que l'activité partielle longue durée peut être mise en place jusqu'à 24 mois consécutifs sur 3 ans. Ça veut dire qu'on s'inscrit vraiment sur la durée. On part du postulat que la crise sanitaire a impacté vos activités et qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir rebondir et accompagner les entreprises sur le long terme pour leur permettre de reprendre une activité à peu près normale en dépit d'une baisse pour l'instant constatée et durable. D'accord? La baisse d'activité, elle est limitée à 40% de l'horaire du salarié, donc des 35 heures. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de l'activité partielle longue durée sur du 100% activité à heures chômées, mais on va le voir, il y a des possibilités d'adaptation, mais c'est vrai qu'on est sur une réduction d'activité qui est limitée à 40%. L'indemnisation dans le cadre de l'APLD, depuis le 1er janvier, l'indemnisation du salarié est maintenue à 70%. C'est-à-dire qu'en rentrant dans le dispositif d'APLD, vous garantissez à vos salariés une prise en charge à hauteur de 70% de la rémunération, sans leur faire subir la baisse annoncée dans le cadre de l'activité partielle classique. L'indemnisation de l'employeur, on est sur un taux à 60%, remboursé par l'État, donc un léger reste à charge, sachant que on peut appliquer le régime de droit commun s'il était plus favorable pour les entreprises qui sont impactées par la crise. On a notamment eu plusieurs adaptations de l'activité partielle longue durée suite au second confinement. Notamment, on a permis de neutraliser
les périodes liées au confinement dans l'appréciation de la durée de recours à l'activité partielle. Comme on a une durée limitée d'application de l'activité partielle, les entreprises qui ont été contraintes à la fermeture, qui étaient déjà rentrées dans le dispositif d'activité partielle, on a permis de neutraliser ces périodes-là dans l'estimation du temps. Donc, et ces mesures seront applicables sur les périodes neutralisées jusqu'au 31 mars 2021. L'APLD nécessite un certain nombre d'engagements de la part de l'employeur. Pour bénéficier, rentrer dans ce dispositif, l'administration considère qu'on doit faire un système de donnant-donnant. Il y aura du coup un engagement en termes de maintien de l'emploi. Il est strictement interdit dans l'accord de procéder à des licenciements pour motif économique. De la même manière, autre engagement, l'employeur devra s'engager en termes de formation professionnelle, d'entreprendre différentes actions de formation, de valoriser les temps d'inactivité de vos salariés en formation dans la perspective de la reprise. Il y a également des nouvelles obligations qui sont mises à la charge des entreprises, mais qui sont pour les entreprises de plus de 50 salariés issues de la loi de finances pour 2021. Donc, on a essayé, finalement, de se poser la question pour quelles raisons est-ce qu'il était plus intéressant de bénéficier du dispositif d'APLD plutôt que de l'activité partielle. Donc déjà, comme on vous l'a dit, la durée d'application, indéniablement, l'APLD, elle peut être appliquée à 24 mois quand on sait que l'activité partielle va être réduite sur une durée de 3 mois, voire 6 mois au maximum. Donc vraiment, on s'inscrit dans la durée. L'indemnisation, elle est plus intéressante que le dispositif d'activité partielle, notamment dans les perspectives de baisse de prise en charge. D'accord? Et notamment, on pérennise l'indemnisation pour les salariés et le maintien pour l'entreprise. On a eu des adaptations des conditions de prise en charge et la neutralisation des périodes de confinement, ce qui veut dire qu'on peut rentrer dans le système d'APLD et avoir du coup une temporisation des périodes sur lesquelles on aurait eu une baisse plus importante d'activité que les 40% qui sont requis. Et en fait, on sécurise les aides sur le long terme sans attendre du coup des effets d'annonce. On stabilise du coup une aide sur le long terme. Vous allez pouvoir nous dire qu'effectivement, il y a des contraintes et que vous jugez qu'il y a beaucoup de contraintes pour rentrer dans le dispositif d'APLD. Donc, les heures sont limitées à 40% de la durée du travail. Mais en réalité, elles vont être lissées sur une période de 6 mois. L'activité partielle, on va avoir une autorisation APLD sur une durée de 6 mois. Et ensuite, on va représenter le dossier pour demander à la directe de reprolonger de nouveau pour 6 mois. D'accord? Mais du coup, on peut lisser. C'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes où on fait plus que 40% et des périodes à moins de 40%, du moment qu'en moyenne, sur la période des 6 mois, on soit sur 40%. Les contreparties en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle peuvent être une contrainte pour l'entreprise. Mais sur le maintien de l'emploi, si la situation de l'entreprise s'est dégradée au regard du diagnostic qui a été fait dans l'entrée du dispositif, on peut avoir une autorisation de la directe pour éventuellement, le cas échéant, si on a une grave dégradation, entreprendre des licenciements économiques. Donc la porte n'est pas fermée, on a des conditions, mais la porte n'est pas fermée. Ensuite, on a donc effectivement, vous allez me dire, une actualisation à faire tous les 6 mois pour renouveler la période d'autorisation. Si l'entreprise est dans une situation réelle de difficulté, ça reste un simple formalisme, on le présentera pour permettre le renouvellement et la continuité de la prise en charge. Et donc, le formalisme, oui, c'est du formalisme. Il faut conclure un accord d'entreprise, il faut faire une DUE, demander l'autorisation, l'homologation de la directe et également pour les renouvellements. Mais on est là, du coup, ça reste du formalisme et on est à vos côtés pour pouvoir vous accompagner dans ce cadre-là. Laurence, tu peux nous préciser la durée pour mettre en place ce dispositif, ouais. puisqu'effectivement, il faut qu'il y ait une homologation de la directe. Il faut compter combien de temps en moyenne? Alors, l'homologation de la directe, elle a 15 jours pour donner son homologation. Mais il est possible, en fait, de solliciter la demande d'homologation dans le mois au cours duquel l'activité partielle longue durée s'appliquerait. Ce qui est là où il faut anticiper un petit peu par rapport à cette mise en place, c'est que comme on est sur un accord d'entreprise, on va avoir une négociation à faire avec les salariés ou avec le CSE pour leur présenter le projet et organiser un vote pour faire ratifier l'accord. C'est ça qui prend un peu plus de temps et donc, généralement, on essaye de s'y prendre un petit mois à l'avance, avant la date d'application du dispositif d'APLD pour faire les formalités. Donc, c'est vrai que si là, on a des baisses de prise en charge en mars, sous réserve de la confirmation, il faut se préoccuper et en tout cas,
il faut procéder dès maintenant. Alors, c'est vrai que les entreprises ne se rentrent pas dans le dispositif puisqu'on a des effets d'annonce qui nous prolongent les conditions de prise en charge de l'activité partielle. Donc, à chaque fois, on décale, mais quelque part, ça va pas être… en fait, du coup, on est toujours en attente de nouveaux dispositifs, de nouvelles annonces. Et le dispositif d'APLD permet en fait de ne plus être dans cette attente et de répondre activement et voilà, de se dire bah, on rentre dans le dispositif, on arrête d'attendre. De toute façon, l'APLD restera avantageux, même si j'ai des aides et des dispositifs qui vont majorer les taux, ils me seront applicables dans le cadre de l'APLD, donc on y va. C'est un peu ce qu'on a envie de vous dire. Donc justement, aide à la prise de décision. Est-ce qu'on reste sur l'activité partielle classique? Est-ce qu'on rentre dans la PLD? On vous a donc remis les synthèses des tableaux que vous aviez eu précédemment en y incluant du coup la prise en charge APLD pour que finalement ce soit assez visible que là on a un dispositif d'activité partielle qui ne cesse d'évoluer avec des échéances en fonction des mois maintenant, des secteurs d'activité. J'appartiens à tel secteur, à tel autre. Aujourd'hui, l'APLD, c'est simple, c'est 70% de la rémunération brute pour le salarié, 60%, voire 70% en fonction des secteurs pour l'entreprise. Donc, je sécurise, je n'attends plus, je sais quelle est ma situation, j'ai des difficultés, je pérennise dans ce dispositif-là. Donc, si pour une aide à la décision, dans quelle situation vous êtes, comment s'interroger sur ces dispositifs? Globalement, en fait, il faut absolument analyser la situation de votre entreprise. Pour la plupart, vous êtes à l'heure des bilans sur toute l'année 2020. On sait quels sont les impacts et on sait à peu près voir quelles vont être les perspectives pour 2021. Donc, si on a une baisse d'activité qui est on a une baisse d'activité qui est identifiée et on a une baisse qui est limitée à 40% en moyenne, à notre sens, il faut rentrer dans le dispositif d'APLD. N'attendez plus des annonces pour un maintien, une prolongation des dispositifs. L'APLD est un vrai outil pour vous aider si tant est que vous avez constaté que l'activité partielle vous a aidé précédemment. On rentre dans le dispositif d'APLD. Si on a une baisse d'activité qui est supérieure à 40% avec des fluctuations, l'APLD reste un dispositif à étudier et on peut regarder si vraiment c'est opportun. Et si vous avez une baisse très importante d'activité, il faudra qu'on fasse une analyse complète de la situation de l'entreprise et qu'on voit si à ce moment-là, on reste dans l'activité partielle ou si malheureusement ça ne suffit plus. Et auquel cas, peut-être des suppressions de postes, d'autres dispositifs si les difficultés de l'entreprise sont importantes. Donc c'est là où je passe la main à ma collègue Pauline qui va aborder du coup les points des solutions pour les entreprises en difficulté. Merci Laurence. Donc effectivement, les autres options dans le cadre de la crise économique, quelles sont-elles? On a des dispositifs de rupture de contrat avec soit des licenciements économiques, soit des ruptures conventionnelles, ou bien éventuellement la conclusion d'un accord de performance collective. Donc on va voir rapidement ces points-là. Étant rappelé que il faut faire très attention par rapport à l'activité partielle, puisque par principe, l'activité partielle est exclusive d'une rupture de contrat, puisque c'est un dispositif de maintien dans l'emploi. Cependant, on est dans une situation exceptionnelle qui est liée à cette crise sanitaire et aujourd'hui, on a une tolérance de l'administration pour mettre en œuvre des licenciements économiques alors même qu'on a demandé le bénéfice de l'activité partielle. Attention, il faudra quand même prendre des mesures de précaution, c'est-à-dire solliciter l'accord de la directe avant la mise en place d'une procédure de licenciement économique, sans avoir de certitude ni sur les délais de réponse de la directe, ni sur la réponse véritable en elle-même, puisque à ce jour, il n'y a pas de position claire des directs qui semblent être dans l'attente de consignes du gouvernement et consignes qui n'arrivent pas. Attention, comme le disait Laurence tout à l'heure, par rapport à l'APLD, on est encore plus encadré, donc là, il va falloir prendre des précautions encore plus importantes. Si on se trouve dans une situation qui nécessite donc le licenciement économique, il faut absolument que l'on respecte la procédure de licenciement économique, c'est-à-dire que la crise sanitaire en elle-même ne suffit pas, n'est pas une cause à part entière de licenciement. Il va falloir qu'on prouve qu'on a des difficultés économiques ou qu'on
contraints de procéder à des mutations technologiques en interne, de procéder à une réorganisation au sein de la société pour sauvegarder sa compétitivité, ou encore qu'on cesse son activité. Donc l'une de ces 4 conditions qui fait partie de la procédure de licenciement économique, des motifs de licenciement économique, doivent absolument être présents lorsque vous envisagez de faire une rupture de contrat pour ce motif économique. Il faut ensuite, effectivement, que vous ayez, par rapport à ces motifs, une baisse significative d'un indicateur économique qui sera impacté par la crise, bien entendu, mais qu'on puisse prouver dans le cadre de la procédure. Donc, on vous a mis baisse des commandes, du chiffre d'affaires, perte d'exploitation, dégradation de la trésorerie, par exemple. Une fois que vous avez votre motif économique, vous devrez suivre précisément la procédure de licenciement économique normale, habituelle, c'est-à-dire appliquer les critères d'ordre de licenciement et rechercher des solutions de reclassement. Donc, il faut vraiment faire attention au licenciement économique en cette période. On a des outils qui sont à notre disposition, mais le formalisme doit bien être respecté et c'est le formalisme habituel d'un licenciement économique. On n'a aucune certitude et on a plutôt une certitude dans le sens inverse que les juridictions, le cas échéant, seraient plus tolérantes envers les sociétés dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc vraiment, point d'attention sur le respect des procédures. La rupture conventionnelle, deuxième possibilité donc pour rompre un contrat en cas de difficulté économique, c'est une possibilité. Attention, si vous vous trouvez dans une situation de difficulté économique, la rupture conventionnelle, c'est vraiment une option secondaire. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, vous êtes contraint de proposer, d'envisager la procédure de licenciement économique. Si dans le cadre de la discussion avec votre salarié, il s'avère que celui-ci est intéressé par une rupture conventionnelle, pourquoi pas, à ce moment-là. Mais attention, il faudra vraiment que l'on rédige une convention de rupture du contrat à ce moment, avec une procédure, un formalisme particulier et surtout l'information que le salarié a sur les difficultés économiques de la société et sur le fait qu'il fait un choix libre et éclairé de voir son contrat rompu par le biais d'une rupture conventionnelle. Donc ici encore, un formalisme très strict et comme pour la procédure d'activité partielle ou d'APLD, on est à votre disposition pour vous conseiller dans ce sens le cas échéant et vous accompagner. Une autre solution donc pour faire face aux difficultés qui sont liées notamment à cette crise sanitaire, pour éviter ici les ruptures de contrat, l'accord de performance collective. Alors il est assez peu connu, c'est un accord collectif qui a pour objectif de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise en vue de préserver l'emploi. Donc ça va nous permettre de négocier sur des points qui sont normalement absolument encadrés par le contrat de travail, comme la durée du travail, la rémunération et la mobilité professionnelle ou géographique. Normalement, quand vous avez ces éléments-là dans le contrat de travail, on ne peut plus y toucher sans l'accord du salarié. Avec l'accord de performance collective, on va pouvoir apporter une solution supplémentaire qui va pouvoir s'imposer aux salariés. Mais attention, encore une fois, le formalisme est très important. C'est un accord d'entreprise, donc il va falloir vraiment respecter les conditions de validité de l'accord d'entreprise en ce qui concerne aussi bien son objet et son contenu que la qualité et la représentativité des négociateurs de l'accord. Il faudra bien faire un point sur la situation de votre entreprise et déterminer avec qui vous devez conclure cet accord. Il faut évidemment faire un écrit et accomplir les formalités de notification et de publicité afférentes à un accord d'entreprise. Pour être valide, l'accord de performance collective ne doit pas avoir de clause particulière. On a des clauses qui vont être facultatives et qui peuvent donc évoquer les efforts des dirigeants, les modalités d'information des salariés sur l'application et le suivi de cet accord collectif, les modalités de conciliation vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés
et les modalités d'accompagnement des salariés en cette période particulière et également dans le cadre de la mise en place des mesures qui seront prises dans cet accord. Donc, on est encore on a un formalisme strict à respecter dans le cadre de l'accord d'entreprise, mais au final, beaucoup de souplesse à l'intérieur de l'accord de performance collective. Les atouts donc de cet accord, quels sont-ils? Parce que le salarié peut refuser l'accord de performance, donc il peut refuser l'accord de performance collective. Quel va être l'impact? Eh bien, il dispose d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur et en cas de refus, on peut procéder au licenciement du salarié. Il s'agit d'un licenciement qui va être complètement indépendant d'une procédure de licenciement économique et d'une procédure disciplinaire. On est sur un motif de licenciement à part entière. À partir du moment où on met en place un accord de performance collective, on considère que l'entreprise prend des mesures pour préserver l'emploi. Si le salarié le refuse, il peut être mis fin à son contrat de travail sur le fondement de ce refus qui sera considéré comme une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat. L'avantage donc de ce... et là on peut passer s'il te plaît Laurence. L'avantage de cet accord de performance collective donc par rapport au licenciement économique, c'est qu'il va être moins coûteux, puisque dans le cadre du licenciement économique, vous avez la prise en charge de l'indemnité de licenciement, donc que là, vous aurez également, mais du préavis qui est à verser soit aux salariés, soit au Pôle emploi pour financer le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui ne sera pas le cas dans le cadre du licenciement découlant du refus du salarié de la mise en place de l'accord de performance collective. C'est également un processus qui est moins aléatoire que la rupture conventionnelle, puisque la rupture conventionnelle, comme vous le savez, nécessite l'accord du salarié. Il y a un délai de rétractation de 15 jours, donc même si le salarié semble au départ assez partant pour ce dispositif, on peut se retrouver finalement au bout de 15 jours avec un refus du salarié et du coup se retrouver dans une situation de blocage. La différence avec les autres accords collectifs, c'est qu'il a un impact sur le contrat de travail des salariés. Donc, le formalisme va être identique, mais par contre, en termes d'impact, ça va être très différent, puisque, comme je vous l'indiquais, on a la possibilité d'agir directement sur les conditions de travail du salarié. La durée du travail, la rémunération, la mobilité, ce sont des points qui, normalement, nécessitent son accord. Ici, les clauses du contrat de travail vont pouvoir être suspendues pendant la durée de vie de l'accord de performance collective. C'est également un dispositif qui peut être concomitant à l'activité partielle ou l'activité partielle longue durée. Donc là, l'avantage également, vous allez pouvoir faire concorder les deux dispositifs et du coup permettre encore plus de souplesse par rapport aux contraintes de la crise sanitaire. Enfin, c'est un dispositif qui est juridiquement sécurisant puisqu'il ne peut pas y avoir de remise en cause du licenciement pour absence de motifs réels et sérieux. Comme je vous l'indiquais, à partir du moment où votre accord collectif respecte les conditions de validité d'un accord d'entreprise, si au bout d'un mois, le salarié, si dans le mois qui lui est imparti, le délai refuse l'application de cet accord, vous pouvez le licencier et le licenciement sera tout à fait valide. Donc, contrairement au licenciement économique où le salarié pourrait essayer de remettre en cause le motif économique, ici, on ne va pas avoir de remise en cause du motif de rupture du contrat de travail. La plus grande difficulté, finalement, Pauline, dans l'accord de performance collective, c'est de le négocier et de le faire voter en interne à l'entreprise. Après, une fois qu'il est acté et voté, on déroule, on fait l'application, ou bien, si le salarié refuse, les procédures adéquates, mais qui emportent moins de risques. Donc, le plus lourd, c'est la préparation et le vote de l'adhésion des salariés à cet accord. Voilà. Vraiment la négociation et comme dans le cadre d'un accord d'entreprise, au final, avec le formalisme lié au vote, comme on le disait tout à l'heure. Ouais.
Et maintenant, on va faire un petit point sur les autres actualités donc, de cette période si particulière, avec les aides à l'embauche donc, dans un premier temps. Donc l'aide pour l'embauche des jeunes de moins de 26 ans est prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Elle est attribuée donc pour toute embauche de jeunes de moins de 26 ans qui ont une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le montant horaire du SMIC. Et elle est versée à raison de 1 000 € au maximum par trimestre, dans la limite d'un an. Sur une année complète, on peut donc avoir une aide de 4 000 € pour un même salarié. Ce qui est un avantage non négligeable par rapport à ce salarié et compte tenu d'un salaire qui peut quand même atteindre donc 3 078 €. Les conditions d'attribution de cette aide sont une embauche en CDI ou en CDD d'au moins 3 mois, la société à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, ou alors avoir souscrit un plan d'appurement des cotisations et le respecter, ce qui peut aussi être le cas. Ne pas bénéficier d'une autre aide de l'État à l'insertion ou à l'accès ou au retour à l'emploi pour le salarié concerné. On n'a pas de cumul des aides de l'État. Ne pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique depuis le 1er janvier 2020. Il ne faut pas que le salarié ait appartenu aux effectifs de la société à compter du 1er août au titre d'un contrat. Et enfin, le salarié doit être maintenu dans les effectifs pendant au moins 3 mois à compter de la date du premier jour d'exécution du contrat de travail. Si l'on respecte ces mesures-là, l'aide à l'embauche de ce salarié de moins de 26 ans peut être allouée. Oui, en fait, on est sur les mêmes, on a du coup la poursuite des conditions et on a du coup une prolongation du dispositif, donc pour toutes les aides jusqu'au 31 mars, dans la perspective voilà, de faciliter la reprise pour les entreprises qui le pourraient, et donc de faciliter les embauches des jeunes qui sont eux-mêmes assez impactés, assez concernés par cette crise. Dans les autres dispositifs qui sont reconduits, on a les fameuses mesures d'exonération et de paiement des charges sociales, on va dire donc les mesures d'exonération Covid-2. On espère que du coup ce sera la version 2 et qu'il y aura pas, qu'on s'arrêtera là. Donc on a un décret du coup d'application du 27 janvier qui est venu préciser les modalités d'application de ce dispositif et notamment les secteurs qui sont éligibles avec cette notion de baisse de chiffre d'affaires. Donc, les entreprises qui sont éligibles de nouveau aux mesures d'exonération, on est sur les activités qui sont définies en annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Donc, c'est le décret, enfin, du coup, on revient à la liste sur le fonds de solidarité avec les secteurs S1 et S1 bis. Et en fait, on est sur des dispositifs pour des entreprises qui ont fait l'objet au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, des mesures d'interdiction d'accueil du public ou de baisse de chiffre d'affaires. On va le voir, en fait, on va être sur des applications au mois le mois. On vous a fait des tableaux de synthèse pour essayer de bien comprendre. Et du coup, on est aussi sur les entreprises qui sont contraintes à la fermeture administrative. Sur l'éligibilité des secteurs, sur les listes, on a toujours cette indication, le code APE est un élément indicatif pour déterminer si l'entreprise appartient à ces secteurs, mais en fait, c'est aussi l'activité principale qui est réellement exercée par l'entreprise qui est prise en compte. Donc, éventuellement, le cas échéant, s'il y a un décalage entre le code APE et l'activité principale, on a eu l'habitude, ne pas hésiter à faire des rescrits auprès de l'URSSAF pour confirmer l'éligibilité aux aides. Donc, on a du coup pour les entreprises une appréciation de baisse de chiffre d'affaires à hauteur de 50%. Les textes nous précisent que c'est au choix du bénéficiaire, donc selon ce qui va permettre de justifier la baisse, soit par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, ou pour les entreprises qui sont créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen de chiffre d'affaires réalisé entre la date de création et le 31 août 2020.
Les périodes qui sont concernées par ces mesures Covid-2, on va être selon les entreprises, à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre, selon les secteurs, et sur les périodes qui vont courir jusqu'au 31 décembre 2020 au lieu du 30 novembre prévu initialement. On va être sur les mêmes mesures d'exonération que prévues précédemment, et on a du coup des plafonds qui sont plafonds cumulés avec les différentes exonérations et les aides qui a été introduit par la loi de finances. Donc, pour essayer de bien comprendre, on a pu du coup obtenir un tableau de synthèse selon les catégories des entreprises, donc appartenant au secteur S1, S1 bis ou fermeture administrative, pour chaque mois, en fait, donc qui va s'échelonner de septembre jusqu'à décembre, l'application ou non des conditions d'ouverture de l'aide. Pour les entreprises qui sont en fermeture administrative, au-delà du coup de décembre, on a la possibilité de bénéficier également des exonérations tant que durent les fermetures administratives. Donc c'est un tableau. En fait, l'idée vraiment du coup de cette actualité qu'on vous présente, c'est d'essayer de synthétiser les informations parce qu'il y en a énormément avec des tableaux schématiques qui vous permettent de mieux comprendre. Les mandataires sociaux sont également concernés par les exonérations. Donc, on va parler des mandataires sociaux assimilés à des salariés à l'égard de la sécurité sociale. Donc, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais de par leur statut, sont assimilés à des salariés au sens sécurité sociale. Donc, on vous a rappelé de qui il s'agit. Donc, on a les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, les présidents de conseils d'administration, les présidents aussi des SAS et les dirigeants de certaines associations. Donc, on a le bénéfice d'une réduction de 600 € pour chaque mois au titre duquel les conditions d'éligibilité aux exonérations sont remplies. Évidemment, c'est à la condition qu'il y a eu versement de rémunération du dirigeant dans ce cadre-là. De la même manière que le tableau qu'on vous a fait de synthèse pour les exonérations de charges, on a fait un tableau pour essayer d'expliquer les cas dans lesquels l'exonération peut être applicable. Donc là, à partir du mois d'octobre jusqu'en décembre et dans des situations particulières jusqu'en janvier 2021 et au-delà. Voilà, donc vraiment. Laurence, ça veut dire que pour nos dirigeants qui ont continué à se verser un salaire et qui sont dans ces secteurs, ils auront droit à cette réduction de charges. Oui, oui, et donc c'est pour ça que c'est très important d'analyser en fait quels sont les chiffres et la situation comptable, parce que quand on doit déterminer la baisse de 50% de chiffre d'affaires, on va le faire au mois le mois, et là la période des bilans est donc particulièrement importante pour estimer ces situations-là et permettre de prolonger les aides qui vont permettre toujours d'assurer l'accompagnement des entreprises dans cette période. Donc vraiment les notions comptables sont très importantes. Il faut un examen inévitablement des dossiers pour voir ce qu'on peut mettre en place, les aides qu'on peut appliquer, est-ce qu'on poursuit certaines mesures, d'autres. Voilà, là on est vraiment, on n'est pas encore à l'heure, on est à l'heure des bilans comptables, mais aussi à l'heure du bilan un peu social des entreprises pour voir quelles sont les meilleures aides appropriées dans la durée, dans la continuité pour l'ensemble de nos clients. Voilà, donc merci de votre attention. Éventuellement, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. On reste encore un peu avec vous pour pouvoir y répondre si vous en avez, bien évidemment. Très bien. Laurence et Pauline, je crois qu'on n'a plus qu'à vous remercier beaucoup pour ce travail de présentation qui était très clair. Donc encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous ai mis l'adresse de Laurence, Oui. où vous pouvez demander à votre contact habituel chez Fideliance, chez Action Oui, Expertise, il y chez a Cogexi. Voilà, du quel relais. que soit le cabinet auquel vous appartenez, voilà, on saura vous diriger vers les bonnes personnes. Et voilà, et on fera diffuser l'information comme on le peut s'il y a encore de nouvelles évolutions, puisque ça fait partie des annonces. Donc voilà, donc on reste attentive et de pouvoir diffuser l'information et l'actualiser le plus possible. Très bonne soirée, à bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.